Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, Sybelle, qu'est-ce que t'as? Moi, rien, non, mais c'est parce que des fois, j'entends des petits trucs, je te fais des faces. Tu sais, on se parle avec le non-verbal beaucoup, les deux, hein? Je comprends tellement d'affaires dans ton non-verbal. C'est très non-verbal, cette affaire-là. Loïc, tu veux revenir sur Stephen Guilbeault? Ben, t'avais raison avec Stephen Guilbeault. Je t'entendais plus tôt ce matin. Oui. Très bonne entrevue d'ailleurs. C'était très intéressant. Mais, tu sais, tu parlais du charbon, puis tu disais, la Chine utilise beaucoup de charbon. Non, t'as dit Stephen Guilbeault, elle en utilise pas tant que ça, elle en utilise moins. Un instant, je sais pas où il a pris ses chiffres, mais le pourcentage d'utilisation du charbon dans l'ensemble de l'énergie en Chine, en effet, a diminué. C'est passé de 62% à 51%. Sauf que la Chine, elle utilise de plus en plus d'énergie. Donc, le volume total de charbon a augmenté. Et en 10 ans, la Chine, qui utilisait 4 milliards de tonnes de charbon, est passée en 2026 à 5 milliards de tonnes de charbon utilisées. En d'autres termes, elle utilisait, il y a 10 ans, 50% de tout le charbon qui était utilisé dans le monde. Elle est rendue à 56% du charbon qui est utilisé dans le monde. Donc, oui, la Chine utilise beaucoup plus de charbon qu'avant. C'est toi qui avais complètement raison là-dessus, tu vois. Mais pas en pourcentage. Et malgré tout, mais pas en pourcentage de production en pourcentage, d'énergie. En chiffre absolu, elle en utilise plus. OK. Mais en pourcentage de l'ensemble de l'énergie qu'elle utilise, oui, c'est vrai, elle en utilise moins. Mais en même temps, mais au total, elle en utilise plus. Mais en même temps, ça s'en va. Dans le pourcentage, ça s'en va dans la bonne direction. Dans la quantité, ça va pas dans la bonne direction. Non, c'est ça. Parce qu'ils font des efforts considérables pour les énergies vertes. La Chine est rendue à 22% d'énergie verte en 2026 dans l'ensemble de toutes les énergies utilisées en Chine. Et ils ont comme objectif d'atteindre 30% en 2030. Okay. Et à titre de comparaison, tu vois, au Canada, il y a 17% d'énergie verte dans le total de l'énergie. Au Québec, on est à 50% d'énergie verte. Donc, oui, la Chine fait un effort, mais la Chine compte toujours pour à peu près le tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui se produit, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre connaissent une augmentation moins considérable qu'auparavant. Mais elle en est quand même responsable, elle utilise plus de charbon qu'avant, etc. Bon, l'armée israélienne. Oui. Elle a pris quelque chose de très symbolique au Liban. Elle a pris la forteresse de Beaufort, qui est une forteresse qui existait au minimum depuis l'Antiquité romaine, parce qu'elle est très très bien située. Elle domine tout le sud du Liban. On peut voir le nord du Liban à partir de là. Ça a appartenu aux Templiers. Ça a fait l'objet de toutes sortes de combats épique à travers l'histoire du Liban. Donc, c'est très, très symbolique. C'est une forteresse qui, au cours des derniers siècles, a été détruite en grande partie par les guerres. À la fin, elle servait plus que de carrière ou alors d'enclos pour les moutons. Donc, il n'y a plus grand-chose à visiter là. Mais, en 1976 et 1982, des combattants palestiniens ont occupé cette forteresse-là. Ça a été pris par l'armée israélienne qui l'a occupée entre 1982 et 2000, qui a construit des bunkers et des fortifications tout autour. Et puis, ils ont été obligés, les Israéliens, d'abandonner ça parce que ça leur coûtait trop cher et parce que le chemin pour s'y rendre était très dangereux. Et puis parce que aussi, il y avait une milice chrétienne qui aidait les Israéliens dans la région. Et puis, cette milice chrétienne s'est retrouvée très, très affaiblie. Elle ne pouvait plus protéger l'armée israélienne. Donc, les Israéliens sont partis du sud du Liban. Et ils viennent de reprendre cette forteresse de Beaufort, et c'est très, très symbolique, donc, comme je viens de te l'expliquer, dans toute la politique libanaise. Alors, ils ont passé 18 ans la première fois. Combien de temps est-ce qu'ils vont passer cette fois-ci? Est-ce qu'ils vont y passer plus longtemps? Est-ce qu'ils vont vraiment rester là plus longtemps? Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, tu vois. Emmanuel Macron, par exemple, dit qu'il n'y a rien qui justifie la violence actuelle au sud Liban. Il a demandé une réunion du Conseil de sécurité sur la question. Elle va se tenir cet après-midi. Mais il y a beaucoup de pays qui sont très, très inquiets de la situation. Et Netanyahou vise toujours, essaie toujours de détruire le Hezbollah. Il vient de dire aux habitants du sud, de la banlieue sud de Beyrouth, de sortir de là,
parce qu'ils allaient bombarder la banlieue sud de Beyrouth, parce que c'est un bastion du Hezbollah. Mais tu sais, ça aide pas les négociations en Iran. D'ailleurs, l'Iran a suspendu ses négociations avec les États-Unis en prétextant justement ces attaques israéliennes. Et elle a elle-même lancé de nouveaux missiles sur des bases américaines. Des Américains ont répliqué. Bref, la situation dans la région s'améliore pas du tout. Bon, et en Hongrie? En Hongrie, il y a un blocage politique très, très grave. Et je sais pas comment ils vont passer à travers ça, mais c'est vraiment très, très important. Tu sais, il y a eu une victoire écrasante de l'opposition, mais le problème, c'est que le président, qui a été nommé par Viktor Orban, refuse de démissionner de ses fonctions. Alors, le président a un rôle surtout symbolique en Hongrie, mais il y a un rôle quand même considérable, qui est celui de signer les lois. Alors, il pourrait, en théorie, refuser de signer des lois. Et on sait que le président actuel, donc, est une marionnette de Viktor Orban, qui est encore une fois le candidat défaite. Alors, en 2025, sentant que la défaite était possible, Orban a fait modifier la Constitution pour rendre encore plus difficile le renvoi du président. Pour que le président parte, il faut qu'il démissionne lui-même, ou qu'il ait commis un crime, ou qu'il soit frappé d'incapacité pendant 90 jours, ou qu'il meure. En d'autres termes, le Parlement peut pas renvoyer le président. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est la Cour constitutionnelle qui doit valider un changement de président. Or, tiens donc, la Cour constitutionnelle a été, si tu me permets le terme, pactée par Viktor Orban. Dans la Cour constitutionnelle, il y a 10 des 15 juges qui ont été nommés directement par Orban et il leur reste 7 à 11 ans à siéger. Ils ont un maximum de 12 ans à siéger. Donc, c'est complètement bloqué. Alors, les pauvres Hongrois se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont, le parti qui est au pouvoir a une majorité pour changer la Constitution, mais s'il change la Constitution, il faut que ce soit signé par le président. Or, le président va pas signer la Constitution pour se faire démissionner, pour se faire renvoyer. De la même manière, ils pourraient changer, les juges mais ils peuvent pas faire ça parce que les juges vont empêcher ça, et le président va l'empêcher aussi. Alors, il reste peut-être une solution qui consisterait à avoir une espèce de tribunal d'exception avec des juges qui sont à la retraite, des juges d'avant la période d'Orban, pour possiblement juger des juges qui seraient possiblement corrompus à la Cour suprême de la Hongrie. Mais tu vois, tout ça, ça reste très, très hypothétique et il se trouve vraiment dans une impasse constitutionnelle totale en Hongrie. On a bien hâte de voir comment ils vont se sortir de ça. Mais il y a encore le pouvoir, de toute évidence. Il s'est arrangé pour garder le pouvoir. Oui, il y a ces marionnettes qui sont en place. Le président, les juges de la Cour suprême sont des marionnettes d'Orban et le nouveau parti qui est au pouvoir, qui a quand même remporté quelque chose comme qui a remporté 142 sièges, je pense, sur 199, donc qui a plus que la majorité des 2/3 pour modifier la Constitution, ne peut pas le faire parce qu'il n'y aura pas la signature du président et parce que de toute façon, la Cour suprême va refuser de faire des changements aussi si ça va dans les tribunaux. Alors, ils sont vraiment mal pris là-bas. Fin renard. Merci Loïc, on se reparle demain. Oui. Salut. Salut Annie.